ISTC FM. Objectif santé. Objectif santé pour un monde en bonne santé. Il est encore possible de mettre fin au sida d'ici 2030 en tant que menace de santé publique. C'est ce qu'indique le dernier rapport des Nations Unies publié dans le mois d'août 2023. Et l'un des éléments clés pour atteindre cet objectif est le financement de la lutte. Mais qu'en est-il de ce financement à l'horizon 2030 ? Nous en parlons dans ce numéro de votre magazine d'actualité consacré aux questions de santé sur ISTC FM et ce, dans le cadre du partenariat ISTC Polytechnique à Konda VS Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et bienvenue sur la radio du développement. Objectif santé, Franck Eustache Kouakou. Pour traiter de ce sujet d'actualité, je suis dans ce studio avec Dr Kaon Serge, directeur exécutif de l'ONG Akonda VS Côte d'Ivoire. Bonjour docteur. Bonjour cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, vous allez nous présenter brièvement l'ONG Akonda VS Côte d'Ivoire. Merci beaucoup de l'opportunité en tout cas que vous nous donnez à Akonda VS Côte d'Ivoire, donc à travers ce partenariat que j'ai l'honneur d'inaugurer par cette première émission. Tout à fait. Dire que Akonda, c'est une ONG de santé aujourd'hui, orientée vers la santé et le développement, mais qui a été créée depuis 2002 par des professionnels de santé ivoiriens pour répondre à l'époque à la pandémie du VIH-Sida. D'accord. Et donc le VIH a été la porte d'entrée, mais aujourd'hui à Akonda, c'est vrai que nous faisons du VIH, mais nous faisons en plus du VIH tout ce qui a trait aux urgences sanitaires. Nous faisons aussi de la recherche. Donc disons que ça fait maintenant plus de 20 ans que vous opérez Et en décembre dernier, justement, nous avons eu la chance de fêter nos 20 ans. Voilà. D'accord. Allez. En décembre dernier, nous avons fêté nos 20 ans. D'accord. Alors, avant d'arriver à la question essentielle de cette émission, qui est le financement du VIH à l'horizon 2030, je voudrais qu'on fasse l'état des lieux du VIH en Côte d'Ivoire à ce jour. Et nous allons commencer, docteur Caron, par la prévalence. Comment ça a évolué depuis 1998 jusqu'à 2022 ? D'accord. La question sur la prévalence est une question essentielle parce que c'est l'indicateur par lequel on parle d'une maladie aussi importante que le VIH. Il faut dire que dans l'évolution de cette prévalence, il y a eu 3 moments. Le premier moment, c'est donc au début des années 98-2000, où nous avions une prévalence qui était à 4 points. Faute de moyens, donc à l'époque, cette prévalence a grimpé pour se retrouver donc au cours des années 2004 à pratiquement 8 à 10%. Mais les effets combinés de traitement, de prévention et de dépistage précoce ont fait que cette prévalence a baissé progressivement pour nous retrouver donc en 2022 à une prévalence qui est à moins de 2%. À moins de 2%. À moins de 2%. Alors, donc... Ça ne veut pas dire que la maladie n'existe plus. D'accord. Ça veut dire que nous travaillons à contrôler la maladie. Voilà. Mais on note que la Côte d'Ivoire a fait d'énormes progrès. D'énormes progrès dont on ne parle pas très souvent, mais des progrès énormes ont été réalisés. Alors, quand on prend un peu cette prévalence par rapport aux autres pays de Oui. la sous-région qui nous entoure. C'est vrai que notre prévalence baisse, mais la Côte d'Ivoire, quand même, par rapport aux autres pays de la sous-région, a la prévalence la plus élevée. Et c'est compréhensible à partir du moment où la Côte d'Ivoire est un carrefour. D'accord. Est un carrefour, et vous comprenez très bien que tous les autres pays de la sous-région se retrouvent ici, donc la prévalence y est élevée. Alors, sur le plan du traitement, comment les choses ont évolué ? Positivement aussi, positivement, parce que nous sommes passés de traitement à l'époque, avant 98, à l'orée de 98, à une monothérapie qui était essentiellement faite à base d'AZT, une molécule que tout le monde connaît. D'accord. Et les recherches se faisant, nous sommes passés en 98 avec l'ONU-SIDA à ce qu'on appelle l'initiative de l'ONU-SIDA en 98, qui a commencé à faire les premiers traitements combinés. Mais c'était des traitements lourds, avec beaucoup d'effets indésirables et qui n'étaient même pas disponibles. Et la recherche ayant évolué, nous sommes donc passés aux alentours de 2000-2004 à des traitements qui se faisaient donc en forme combinée, qui étaient plus efficaces, avec moins d'effets indésirables et avec des prises plus faciles, avec aussi de la disponibilité des traitements pour les enfants.
D'accord. Donc aujourd'hui, vous avez des traitements qui se font avec 1 ou 2 comprimés à prendre par jour et avec moins d'effets indésirables. D'accord. Donc le traitement aussi a positivement évolué et pour les enfants et pour les personnes adultes. Mais les efforts se poursuivent pour... Et bien évidemment, les efforts se poursuivent pour peut-être passer à un comprimé qu'on prendrait peut-être, pourquoi pas, une fois par semaine, au lieu de prendre des comprimés tous les jours. Mais les efforts se poursuivent. Et l'une des choses aussi qu'il faut ajouter par rapport à la disponibilité du traitement, c'est le coût qui a accompagné aussi le traitement. D'accord. N'oublions pas que le traitement était payant jusqu'en 2008. Et donc l'État de Côte d'Ivoire, avec les bailleurs, a fait l'effort donc de le rendre gratuit par un arrêté qui a été pris donc en 2008 pour rendre donc les médicaments gratuits en Côte d'Ivoire. Et il continue d'être gratuit. Il continue d'être gratuit et à cela aussi, il faut saluer des pays comme l'Inde et la Chine qui ont travaillé aussi à mettre sur le marché des génériques de très bonne qualité. Et tous ces efforts-là ont concouru donc à baisser le coût donc, du traitement. Aujourd'hui, donc, on a des traitements de très bonne qualité, moins toxiques, efficaces et à un coût abordable. Un autre volet, c'est la prévention. La prévention. Oui. Est-ce qu'il y a eu de l'évolution à ce niveau également, Dr Caron? Oui. Aujourd'hui, si vous avez des programmes solides, c'est parce qu'il y a eu des programmes aussi de prévention qui se sont mis en place. Et lorsque vous parlez de prévention, il faut parler donc de dépistage assez précoce. Avant, les premiers tests que nous avions, c'était des tests ELISA, des tests immunologiques. Moi, je me rappelle le premier test que j'ai dû faire, j'étais encore étudiant, il a fallu attendre 21 jours pour avoir le résultat. Ah bon? 21 jours à l'époque. Ça, c'était au début de la pandémie. Je vous parle de 95-96. D'accord. Au début de la pandémie. Voilà. Donc, les tests n'étaient pas disponibles. Aujourd'hui, vous avez des tests rapides. À la minute où vous faites le dépistage, vous avez donc le test. Et aujourd'hui, nous parlons de prévention combinée. Alors qu'à l'époque, vous n'avez que les préservatifs qui étaient le seul modèle de protection que vous aviez. Aujourd'hui, avec le dépistage qui se fait rapidement, vous avez aussi les préservatifs qui sont mis à disposition. Vous avez des stratégies de prévention qu'on appelle la PrEP. Vous avez aussi le traitement lui-même qui est devenu une forme de prévention. Parce que ce qu'il faut dire, et ce qui nous a permis d'être connus par la littérature scientifique, lorsque vous êtes sous traitement, que vous prenez votre traitement correctement, un traitement optimal, au bout de 6 mois, vous avez ce qu'on appelle une charge virale qui est indétectable. Et lorsque vous avez une charge virale qui est indétectable, vous ne transmettez plus le virus. Ah bon? Oui, ça c'est l'innovation. D'accord. Et est-ce qu'on a aujourd'hui ces tests de dépistage disponibles tout est disponible un peu partout? Tout est disponible, heureusement en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que vous voyez tous ces bons indicateurs qui nous parlent. C'est parce que tout cela est disponible aujourd'hui en Côte d'Ivoire, grâce à l'appui donc, de l'État de Côte d'Ivoire lui-même, mais aussi aux partenaires techniques et financiers qui nous appuient dans cette lutte-là. D'accord. En termes de charge virale, vous en avez fait 4 tout à l'heure. Oui. Est-ce que ça se fait un peu partout aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Je vais dire en dehors du centre CEPREF. Oui, bien sûr. Alors, comme je vous dis, en matière de lutte contre le sida, il y a eu beaucoup d'évolutions. À l'époque, le seul marqueur biologique que nous avions pour témoigner de l'efficacité d'un traitement, mais qui était, on va dire, qui était un marqueur biologique proxy, parce qu'il ne témoignait pas directement, mais il témoignait indirectement. C'était le CD4, qui était un marqueur immunologique. Mais quand vous testez l'immunité, vous ne voyez pas le nombre de virus qu'il y a dans le corps. Et donc, il a fallu passer de toute cette phase de transition de marqueurs biologiques, des CD4 immunologiques, à toute la panoplie virologique qui était la charge virale. Ça coûtait cher en termes de déploiement, de formation, de mise en place des plateformes et tout cela. Aujourd'hui, pratiquement dans l'ensemble des régions de Côte d'Ivoire, en fonction du nombre de malades, nous avons les laboratoires qu'il faut et les plateformes qu'il faut pour disposer de la charge virale. Pour vous dire qu'au niveau des résultats d'Aconda, par exemple, nous avons fini l'année fiscale dernière avec 94% de couverture. C'est-à-dire que sur l'ensemble des plus de 50 000 malades que nous avions, nous avons pu offrir la charge virale à 94% de nos malades. Et cette population-là a une suppression virale de 94%. C'est à saluer. Évidemment, c'est à saluer. Et bien évidemment, quand vous ramenez ce résultat au niveau global, nous avons des résultats qui sont un peu supérieurs à l'ensemble national. Alors, on a parlé du traitement tout à l'heure, j'ai oublié de vous demander, combien de personnes on a sous traitement aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, sous traitement, nous avons
250 000 personnes à peu près sous traitement. 250 000. 250 000 pour une cible annoncée peut-être de 300 000. Donc nous, on a un léger gap de traitement, mais c'est compréhensible. C'est compréhensible. Mais déjà, c'est une très bonne performance, le nombre de personnes que nous avons sous traitement. Parce que vous comprenez que la difficulté au niveau des traitements au long cours, c'est de maintenir les gens dans les soins. Parce que quand vous prenez un traitement pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça ne devient plus très, très évident. Bien sûr. Donc, tout le challenge après, c'est de dépister, de mettre sous traitement, mais de les retenir dans le soin. D'accord. Voilà. Dans une prochaine émission, on verra comment est-ce que cette stratégie-là marche. Parce que là, on parlera d'observance. D'observance au traitement et de rétention. Alors, on ne va pas oublier donc le couple mère-enfant. Est-ce qu'il y a eu également de l'évolution dans la transmission? Dans le temps, c'était PTME. Est-ce qu'il y a eu de l'évolution justement concernant donc, ce couple mère-enfant? Alors, on est passé de la PTME aujourd'hui, qui est la prévention de la transmission mère-enfant, à l'ETME, qui est l'élimination de la transmission mère-enfant. C'est-à-dire, on ne veut même plus prévenir, on veut éliminer le fait qu'une mère porteuse puisse transmettre le virus à son enfant. Et on est en passe de le réussir parce qu'aujourd'hui, la plupart des pays sont en train de rédiger des plans d'élimination de la transmission mère-enfant. Mais on y est arrivé pourquoi? On y est arrivé parce qu'au début, on n'avait qu'une seule molécule qui était l'AZT, qui marchait plus ou moins bien, qui n'était pas très efficace. Et vous comprenez que lorsque vous êtes praticien et que vous dépistez une dame qui est peut-être à son premier accouchement, que vous lui annoncez une bonne nouvelle, mais que vous devez lui dire qu'elle a le VIH, vous comprenez dans quel dilemme vous êtes. Et à l'époque, on n'avait pas beaucoup de solutions. Mais aujourd'hui, avec les stratégies thérapeutiques de trithérapie que nous avons, les femmes, lorsqu'elles sont dépistées plus tôt, quand elles sont mises sous traitement, parce qu'on a eu la chance aussi de vérifier que tous ces médicaments n'étaient pas toxiques pour le fœtus et tout cela, aujourd'hui, le taux de transmission est à moins de 1%. D'accord. À moins de 1%. Ça veut dire que quand vous prenez 100 femmes, quand vous leur demandez de suivre correctement le traitement, 100 femmes infectées, on va dire, quand vous leur demandez de suivre très correctement le traitement, il y a 99% qui arrivent à donner naissance à un enfant qui n'est pas porteur du VIH. Je pense qu'il n'y a pas meilleur miracle que ça. Meilleur résultat, oui. Il n'y a pas meilleur résultat que ça. Et ce discours est d'autant plus intéressant parce que les femmes adhèrent. Les femmes se font plus dépister que les hommes. Vous prenez, nous, dans notre cohorte, par exemple, de femmes qu'on reçoit pour les consultations prénatales, sur 100 femmes que vous recevez, quand vous leur proposez de se faire dépister et que vous leur donnez un bon message, pratiquement 100% se font dépister. D'accord. Parce qu'elles comprennent qu'au-delà de leur santé, il y va de la santé de leur enfant qui a la possibilité à 100% de sortir. Alors, je dirais que la consultation prénatale est un bon prétexte pour dépister le plus grand nombre de femmes. En tout cas, c'est un très bon prétexte parce que toutes les femmes ont un désir de maternité. Mais justement, il faudrait trouver la stratégie pour les hommes également. Bon. Oui, on y travaille, ce n'est pas facile. On y travaille justement à trouver des stratégies les plus efficaces donc pour les hommes. Je pense que c'est des choses dont on discute de plus en plus. C'est un peu aujourd'hui l'un des gaps de notre programme en Côte d'Ivoire, mais c'est des choses sur lesquelles on travaille. Alors, sur la question de l'état des lieux, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter, Dr Caron? Non, pour nous résumer sur la question, je pense que la Côte d'Ivoire, en matière de VIH, a des raisons d'être fière, parce que beaucoup de choses ont été faites. C'est vrai qu'on ne communique pas souvent là-dessus, mais beaucoup de bonnes choses ont été faites parce que tous les indicateurs que nous avons pratiquement sont des indicateurs qui sont verts. Quand je prends la prévalence, quand on prend même le nombre de nouvelles infections, c'est-à-dire le nombre de nouvelles personnes qui s'infectent, tout ça va vraiment en diminuant. Donc je pense que si on arrive à régler tous les problèmes logistiques et tout cela, la Côte d'Ivoire est bien partie pour que d'ici 2030, le VIH-Sida ne soit plus un problème majeur de santé publique. Objectif santé, parce que la santé est un préalable à tout développement. Alors, nous allons aborder à présent la question essentielle de cette émission, je le dis, c'est le financement de la lutte contre le sida. Alors, d'abord, quels sont les partenaires qui ont soutenu la lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire je dirais 1998 jusqu'à 2022. Pour le financement, tel que je l'ai expliqué, comme pour la prévention et le traitement, il y a des périodes. Donc il y a la période aux alentours donc, de 98 à 2002. À l'époque, il n'y avait pas de programme en tant que tel. Donc c'était l'ONU-SIDA et l'OMS
qui, dans les pays, apportaient déjà l'appui. L'OMS, vous savez, c'est le bailleur traditionnel en matière de santé. Mais vu l'importance de la maladie, les Nations Unies ont été obligées de créer un programme conjoint qu'on a appelé l'ONU-SIDA. C'était la première fois que les Nations Unies créent un programme pour une seule maladie. C'est vous dire toute l'importance que cela revêtait donc au niveau international. D'accord. Et donc, c'était l'ONU-SIDA et l'OMS qui apportaient des réponses. Fort heureusement, en 2002, à travers donc une initiative et un leadership mondial, il y a eu donc le Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme qui a été créé. Et en 2003, et le Fonds mondial, il faut préciser que c'est une approche multilatérale. Donc, c'est plusieurs pays et même les pays infectés qui mettent de l'argent ensemble, chacun en fonction donc de ce qu'il peut donner pour constituer donc le capital donc du Fonds mondial. Et en 2003, les Américains ont créé ce qu'on appelle le PEPFAR, le plan d'urgence américain pour lutter contre le sida. Il y a eu aussi la Banque mondiale qui est arrivée. Mais aujourd'hui, les deux financeurs majeurs, c'est le Fonds mondial et le PEPFAR en matière de VIH. D'accord. Et ces fonds existent toujours? Oui, les fonds existent toujours. Quand vous prenez une organisation comme le Fonds mondial, ils ont travaillé à pérenniser leur financement. À l'époque, jusqu'en 2007-2008, le Fonds mondial pouvait vous donner un financement pour 5 ans et après les 5 ans, vous n'étiez plus sûr d'être éligible pour le financement pour l'année prochaine. Ce qui laissait toujours un gap en matière de traitement. Ah bon? Donc, ils ont poussé la réflexion parce que vous allez compétir avec les autres pays. C'était ça le principe. D'accord. Mais ils y ont réfléchi. Ils ont dit, on ne peut pas faire de la santé publique comme ça. Donc, ce qu'ils font maintenant, il y a un fonds commun qui est là. Et l'argent est partagé dans les pays en fonction de la richesse du pays, mais aussi en fonction du poids de la maladie. Je vous donne un exemple. Le Fonds mondial, par exemple, dit, puisque les financements se font dans des cycles de 3 ans. Et le prochain cycle qui va débuter pour la Côte d'Ivoire, il va commencer en 2024 pour finir en 2026. Le Fonds mondial peut dire, j'ai 50 millions de dollars pour les 3 ans. Pour la Côte d'Ivoire? Pour la Côte d'Ivoire, pour le VIH. En fonction donc du niveau de richesse et en fonction du niveau de maladie. Avec les 50 millions, vous trouvez comment les dépenser pour les 3 ans. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas ça. À l'époque, on peut venir vous dire, pour les 5 années, vous avez 100 millions, mais après, vous n'êtes plus sûr d'avoir un autre financement. Voilà. Donc, c'était un peu ça la difficulté. Et le Fonds mondial a travaillé à rendre périn. Donc, pour dire qu'au niveau du Fonds mondial, les financements sont disponibles. Au niveau du PEPFAR aussi, les financements sont disponibles, en tout cas pour l'horizon jusqu'en 2028. Mais vous comprenez très bien que la vision avec le PEPFAR, un plan d'urgence qui a duré 20 ans, moi, en tant que spécialiste de la santé publique, c'est la première fois que je vois une urgence qui dure 20 ans. Ah, vraiment, hein? Normalement, une urgence, après 5-10 ans, ne doit plus être une urgence. On doit passer dans un programme normal. Donc, le PEPFAR aussi est en train de travailler justement à passer de la phase d'urgence à passer à une phase de stabilisation, tout en continuant de financer. Est-ce que cela ne s'explique pas par le fait que l'ONU-SIDA, le programme commun des Nations Unies, se fixe donc l'objectif d'éliminer le VIH à l'horizon 2030? Il faut donc maintenir ces fonds, vous ne pensez pas, docteur? Oui, bien évidemment, il faut maintenir les fonds, mais pas à ce niveau de financement. D'accord. Parce que si vous prenez le PEPFAR, c'est depuis près de 20 ans, c'est au moins 100 milliards de dollars qui ont été investis en 20 ans pour la lutte contre le VIH seulement. 100 milliards de dollars sur 20 ans. Waouh, c'est beaucoup. Vous voyez un peu le niveau de financement. Voilà. Donc, je pense que ce à quoi il faut travailler, c'est d'amener donc les pays à baisser leur niveau de prévalence et que les financements qui sont là soient des financements pour stabiliser, pour éviter justement qu'on ait un rebond épidémiologique. D'accord. Voilà. Alors, cela nous amène à parler justement de transition et pérennisation. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre donc par transition et pérennisation, docteur? D'accord. Alors, ce qu'il faut comprendre donc par le principe de transition, une transition, c'est un processus par lequel un pays ou une composante dans le pays s'oriente vers la mise en œuvre et le financement complet de ses programmes en s'affranchissant donc du soutien d'un bailleur, mais tout en maintenant donc les acquis de la pérennisation. En termes simples. En termes simples. C'est-à-dire que le pays doit pouvoir s'apprêter à faire en sorte que, de façon progressive, il prend lui-même la capacité de pouvoir intervenir, même si le bailleur se retire, de sorte qu'il puisse continuer. D'accord. Et faire en sorte que la maladie pour laquelle il est en train de faire ce processus de transition et de pérennisation, parce que je dis la transition et la pérennisation, c'est des termes qui ont pratiquement les mêmes limites, parce que la transition est un processus et la pérennisation, c'est la phase achevée
de la transition. Parce que quand vous avez conduit une bonne transition, vous arrivez donc à la pérennisation. Ça veut dire que dans la pérennisation, le bailleur s'est retiré, il est parti, ou bien il maintient un niveau de financement minimum, mais vous devez pouvoir continuer de maintenir la maladie pour qu'elle ne devienne pas un problème de santé publique. C'est-à-dire maintenir la lutte. La lutte, voilà. C'est-à-dire à partir de 2030, par exemple, si le Fonds mondial, au lieu de donner 100 millions de dollars par an à la Côte d'Ivoire, donne 5 millions de dollars, et le PEPFAR donne peut-être, je dis, c'est des images, donne 10 millions de dollars, l'État devrait s'arranger de sorte que son financement qu'il apporte, lui, fasse en sorte que la prévalence n'augmente pas, que le nombre de nouvelles infections n'augmente pas. Vous comprenez bien que la transmission mère-enfant n'augmente pas et tout cela. Donc voilà un peu ce qu'on attend par le principe de transition et donc de pérennisation. Et cela est d'autant plus important que la transition, c'est un processus qui se prépare avec le pays. Parce que très souvent, pour certaines choses, on a fait des transitions sans les pays. D'accord. Donc, c'est des processus pour lesquels la Côte d'Ivoire devait prendre le leadership et s'engager. Parce que, dans tous les cas, in fine, les malades, c'est les malades ivoiriens. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Si. Je pense que la question a été mise sur la table il y a 2 mois. Et nous étions justement à l'ambassade des États-Unis pour commencer à faire ce qu'on appelle un brainstorming, c'est-à-dire on s'est réunis en toutes les parties prenantes, l'État de Côte d'Ivoire y était, tout le monde y était, et on a commencé à faire germer des idées. Et il y a une feuille de route, justement, qui va nous être proposée donc par le bailleur principal qui, lui, sait ce qu'il veut, mais c'est ensemble que nous devons construire cette feuille de route-là pour que d'ici 2028 déjà, la Côte d'Ivoire puisse être prête à se préparer pour 2030. Alors, lorsqu'on prend aujourd'hui les bailleurs qui sont présents avec vous en tant qu'ONG, Akonda, si aujourd'hui ces partenaires, ces bailleurs-là ne sont plus là, est-ce que vous êtes préparés pour cette phase de transition? C'est une très belle question parce que justement, nous-mêmes, on est en train de... Et c'est une question qui est revenue aussi aux ONG. C'est-à-dire que dans tout ce processus-là, autant l'État de Côte d'Ivoire se prépare, nous, en tant que structure qui captons des financements, nous devons aussi préparer notre gouvernance aussi à ne plus peut-être avoir le même niveau de financement, mais à nous arranger nous-mêmes pour pouvoir avoir des activités. Je veux dire, par exemple, le salaire, par exemple, du directeur exécutif ne devrait pas venir du bailleur. Voilà, on peut s'arranger pour que les salaires, par exemple, de nos collaborateurs ne viennent pas des bailleurs, que ce soit des choses qui soient supportées par Akonda. Mais ça, c'est des choses sur lesquelles on va travailler. Et de sorte que cette unité-là peut être là, elle ne dépend pas des projets. Et pour les projets qui vont venir, qu'on aide justement à les mettre en place. Donc déjà, on y a travaillé, on a fait un audit organisationnel donc l'année dernière, qui nous a proposé donc un schéma de financement très très facilité d'une unité de projet qui peut survivre même quand les gros financements ne sont pas là. Je pense que nous, on a déjà commencé et avec le conseil d'administration, on va travailler donc à mettre en place une gouvernance pour préparer donc la pérennisation. D'accord, donc docteur Caron, on peut dire que vous êtes confiant quant au financement de la lutte contre le VIH-Sida à l'horizon 2030? Je suis toujours de nature optimiste et ce qui me rend optimiste, ce sont les chiffres. Voilà, parce que vous comprenez que lorsque vous avez passé toute votre carrière professionnelle à travailler pour une seule maladie et que vous partez à la retraite, que vous n'avez pas vu le début de la fin de cette maladie, je pense que c'est un échec personnel. Mais fort heureusement, moi j'ai eu, comme je le dis, j'ai eu la chance de voir plusieurs visas du VIH. J'ai eu le visa du VIH en tant qu'étudiant, où on était désarmé. J'ai eu le visa du VIH en tant que professionnel de santé avec moins de disponibilité. Et j'ai eu le 3e visa aujourd'hui en tant que directeur exécutif avec plus de possibilités. Vous imaginez à l'époque, lorsque vous étiez étudiant, je parle des années 92, 93, vous arrivez aux maladies infectieuses, vous avez le diagnostic d'un patient, vous revenez dans 2 jours, vous ne le trouvez pas parce qu'une diarrhée l'a emporté. On était démunis. Aujourd'hui, même on court derrière les malades pour leur donner des médicaments. Bien sûr. Donc, vous voyez comment les choses ont changé d'ici là. Et ça, c'est toute la satisfaction qu'on peut avoir. D'accord. Alors, je voudrais qu'on termine par un message. Oui. Un message justement à l'endroit non seulement des malades, des populations, mais également de tous les acteurs de la lutte contre le sida. D'accord. Alors, le message que j'ai, c'est le message que j'ai l'habitude de donner. Parce qu'à l'époque, nous, quand on était plus jeunes, on voyait le VIH. Aujourd'hui, le VIH, on ne le voit plus parce que des efforts ont été faits pour ne plus qu'il ait le visage qu'il avait avant. Mais il existe. Il existe. Donc, il faut continuer de ne pas baisser de vigilance. Et l'un des moyens essentiels pour ne pas baisser la vigilance,
c'est de se faire dépister. Et sur cet indicateur-là, la Côte d'Ivoire n'est pas encore performante, surtout au niveau des hommes. Surtout au niveau des hommes. Les femmes, on arrive à les rattraper à cause de leur consultation prénatale, mais les hommes, ils sont assez mobiles, on n'arrive pas à les dépister. Et donc, vraiment, ma foi, c'est... Parce que lorsque vous êtes dépisté et que vous connaissez votre statut, ça vous amène à prendre des décisions pour votre vie. D'accord. Soit de vous protéger, de prendre vos médicaments, de ne plus infecter quelqu'un. Et si vous êtes négatif, d'adopter des comportements pour ne pas être infecté. D'accord. Merci, docteur Caron. C'est moi qui vous remercie. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter? Non, je pense qu'on a eu le temps, à l'occasion donc de parler de financement, de faire le tour de la question. Moi, je voudrais remercier encore l'ISTC pour ce heureux partenariat qui nous donne l'occasion de communiquer sur cette maladie-là qu'on a tendance à commencer à mettre aux oubliettes, mais qui est toujours d'actualité. Et je prie Dieu que le partenariat avec l'ISTC parte en se renforçant. Merci infiniment, docteur Caron. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de l'ONG Akonda VS Côte d'Ivoire. Et avec vous, donc, nous avons parlé du financement du VIH-Sida à l'horizon 2030. Merci. C'est maintenant la fin de ce numéro d'Objectif Santé produit et réalisé par Eustache Kouakou, mise en onde Jean-Luc Adam. Merci à tous de l'avoir suivi et rendez-vous très bientôt sur ISTC FM pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.